Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, bienvenue dans Vaincre et sourire. Aujourd'hui, on rencontre Priska qui est née avec la drépanocytose. Donc, elle va nous expliquer ce qu'est la maladie, comment on a découvert et son quotidien aujourd'hui. Merci beaucoup Priska de nous raconter ton histoire. Merci de l'invitation. Je te laisse nous expliquer déjà comment on a découvert que tu avais la drépanocytose et c'est quoi cette maladie ? On a découvert que j'avais la drépanocytose quand j'avais 18 mois, parce que j'ai fait plein de crises de la maladie. Donc c'est des manifestations de la maladie sur le corps. Donc t'es très malade. Moi par exemple à l'époque j'avais les membres qui ont enflé, les yeux jaunes. Et donc on a découvert que j'étais atteinte de la forme malade de la drépanocytose, que c'est une maladie génétique, mais tout le monde n'est pas malade. On peut juste être porteur du gène. Et c'est comme ça que j'ai commencé un cursus, on va dire, de malade drépanocytaire. Et la drépanocytose, c'est une maladie du globule rouge. Donc mes globules sont en forme de... Les globules rouges d'une personne normale sont concaves, rondes. Et donc ça laisse passer l'oxygène. Les miennes, elles sont en forme de fossiles, donc plutôt comme ça. Et donc du coup, ça se coince dans les artères. Et qui dit coincé dans les artères, ça va créer différentes manifestations de douleur, comme des crises vaso-occlusives quand tes artères sont bouchées. Mais tu as aussi des problèmes, tu peux avoir des problèmes, on va dire, pulmonaires, tu peux avoir des problèmes, tu vois, des ulcères. En fait, c'est la maladie, ce que ça crée dans les veines, ça va venir créer d'autres conséquences autour. Ok, oui, ça décuple après. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment le fait que nous, on a des globules rouges falciformes et donc on a un fort taux de globules rouges qui sont pas normaux. Voilà. Ok, et comment tu t'es rendu compte petite? Parce que dès ta naissance, tu as commencé à avoir les symptômes et ça a mis du temps à Non, ma mère elle est partie à l'hôpital parce que j'avais les membres qui enflaient, que j'avais mal partout, c'était mal aux articulations. J'avais donc du coup à l'hôpital on va dire c'est des manifestations un peu normales de la maladie, enfin pas normales de la maladie, mais du coup on détecte que la personne a peut-être drépanocytose. Après on te fait les prélèvements pour vérifier. Et voilà. Et ça se voit sur une prise de sang. Ouais, ça se voit sur une prise de sang. Ok. Ça se voit sur une prise de sang, ça se verrait sur ta prise. Si on te fait une prise de sang pour faire un phénotype, donc voir comment sont tes gènes, on voit que si t'es un porteur A ou un porteur S, donc S c'est malade, ou si t'as la moitié du gène, ou si t'as 100% du gène. Donc ça c'est juste une prise de sang. D'accord. Et donc tu disais tes deux parents ont la maladie mais ils l'ont pas développée, c'est ça? On le gène mais ils l'ont pas développée. Mais mes deux parents ont le gène malade. Donc en fait c'est un peu mathématique. Donc une personne qui n'a pas de gène elle est AA, donc c'est une personne normale. Une personne qui a 100% du gène comme moi elle est SS. Et donc, mes deux parents sont AS. Donc, ça veut dire qu'ils ont une chance sur 4 de faire un enfant malade. Ok. Voilà. Tout simplement. Et toi, du coup, comment ça s'est passé? Donc, ils l'ont découvert par la prise de sang. Et c'était quoi la suite de la prise en charge? La suite de la prise en charge, c'est... moi, j'étais au Congo à l'époque. Donc, tu vis avec la maladie. Donc, ça veut dire qu'on va te donner des médicaments spécifiques. Tu vas avoir plus de transfusions à l'époque, tu vas avoir tes crises douloureuses. Et donc, c'est plutôt du suivi prévention pour que les crises ou les douleurs qui vont intervenir soient pas... mais j'ai eu une enfance souvent à l'hôpital. Donc, ok, parce que tu faisais des crises, donc tu étais obligé d'être hospitalisé? Ah oui, parce que les crises, elles peuvent pas... En fait, il y a un niveau donc il y a une échelle de douleur. Quand la douleur elle est trop loin, tu peux pas arrêter la crise avec du Doliprane. Donc on va sur de la morphine ou sur des opiacés comme de la kétamine, des choses qui sont plutôt fortes pour pouvoir arrêter cette crise douloureuse. Donc ça veut dire que quand elles arrivent, qu'on peut pas les arrêter avec de la codéine, par exemple même à l'âge adulte, je vais à l'hôpital et l'hôpital font le travail parce qu'il faut de l'oxygène, des fois tu vois j'ai ma machine à oxygène là-bas, donc faut quand même un suivi derrière et que c'est eux qui maîtrisent l'arrêt de certaines douleurs.
Donc des fois, tu peux faire des crises respiratoires, c'est parce que le fait que ton oxygène circule mal dans ton sang. C'est ça. En fait, le fait que, en fait, c'est le globule rouge qui transporte l'oxygène dans le sang. Si je suis en crise, ça veut dire que les globules, que je fais une crise vaso-occlusive, les globules, elles sont bloquées à différentes artères. Donc, si elles se sont bloquées aussi, elles vont moins fluidifier le sang dans le corps, et donc j'ai moins d'apport d'oxygène. Donc, ça veut dire que il y a des crises, notamment il y a le syndrome thoracique qui est très connu chez nous, où là c'est vraiment tout au niveau pulmonaire, et donc là généralement si tu fais un syndrome thoracique, tu vas en réanimation. Pas de voilà. Ok. Et donc toi tu l'as déjà fait. Moi j'ai déjà eu 3 syndromes thoraciques, dont un qui était très violent où je suis resté 1 mois, 3 semaines en réa, et hospitalisé 1 mois et demi quand j'avais 12 ans. Et c'est ça qui m'a emmené dans un processus. À la suite de ça, je suis pas rentrée chez moi, ni dans une vie normale. Je suis allée dans des centres médicaux spéciaux pour les enfants malades. Parce que du coup, j'enchaînais beaucoup de crises douloureuses, genre toutes les semaines. Donc, en fait, je pouvais pas être dans un environnement non médicalisé. Et cette crise-là, c'est le maximum des crises de la drépanocytose? Enfin, c'est les crises les plus graves? Le maximum pour moi, c'est l'AVC, hein. Ça peut emmener jusqu'à l'AVC? Ouais, il y a plein de, il y a des personnes qui sont beaucoup quand tu as des décès jeunes, souvent ça peut être surtout en Europe, ça peut être beaucoup, c'est l'AVC. À un moment, il y en avait eu beaucoup de jeunes qui étaient partis. Donc t'as l'AVC, t'as les ulcères, t'as les nécroses. Donc des personnes qui sont en fauteuil, qui ont des parce qu'en fait à cause de ça tu vas avoir des nécroses, donc on peut te mettre des prothèses. J'en ai mis la prothèse d'épaule, on a une prothèse de hanche. Donc t'as différentes manifestations, et surtout les maladies bénignes. Par exemple, je sais pas, moi j'ai été hospitalisé pour une gastro, parce qu'en fait la gastro elle m'a emmené à 42 fièvres. Qui dit 42 fièvres, en fait ça emmène d'autres complications, qui fait que ça aggrave un peu toutes les choses basiques. Les choses basiques, voilà. Okay. C'est ça. Et toi aujourd'hui t'as pas de prothèse, t'as jamais fait d'AVC? Moi j'ai pas de prothèse, j'ai pas fait d'AVC. J'ai fait des syndromes thoraciques, mais j'ai une très très bonne prise en charge. Et donc ma maladie elle est maintenue. Je fais même pas de crise douloureuse hospitalisée. Je fais des crises douloureuses chez moi, et que j'arrive souvent à traiter avec de la codéine. Ok, et c'est quoi comme fréquence un peu tes crises? Les crises chez moi? Ouais. Les crises chez moi, ça va être, je pense, j'en ai 3 par mois, donc ça veut dire c'est pas grand chose, mais que j'arrive à assez gérer avec du repos. Je bouge pas, je reste chez moi, je bois beaucoup d'eau, j'attends que ça passe, j'essaie de faire en sorte que ça aille pas à l'hôpital. Mais avant, je crois que j'ai eu des années où j'étais peut-être hospitalisé 220 jours sur 360. J'étais énormément hospitalisé. Avant, quand j'étais adolescente, tu pouvais avoir 2 mois sans hospitalisation, c'était quasiment impossible. Donc après, j'ai réussi en sachant que la drépanocytose, je t'ai dit, tout va pouvoir venir impacter. Par exemple, quand t'es ado et que on n'a pas tous le même niveau de maladie, le même niveau de, on va dire, je pense que c'est un pourcentage d'hémoglobine malade. D'accord. Par exemple, là, moi, ma prise en charge, c'est qu'on enlève du sang, comme elles sont de quelqu'un d'autre. Et donc, tout le travail du médecin, c'est un échange transfusionnel, on me remet mon plasma. C'est de baisser mon taux d'hémoglobine S, d'accord? Disons que si je commence à être, si j'ai rien, je vais être à un taux de 100%, ou avec 80%. Si je commence à si j'ai que 30% d'hémoglobine S, ça va être assez ok. Mais au fur et à mesure, mon sang, il se remet, ma moelle épinière, elle en reforme. Donc, ça veut dire, même si demain, je vais me faire transfuser, par exemple, jeudi. Donc là, j'aurai un bon pourcent, je serai peut-être, 60%, tu vois. Et, au fur et à mesure, ça va baisser. Donc souvent, vers la transfusion, je commence à être plus malade, plus fatiguée. Ouais, t'es plus à risque aussi, du coup, d'avoir des risques, des crises, etc. Mais ça, je sais, maintenant je suis adulte, je sais mieux gérer mon corps, je sais mieux appréhender. Mais quand t'es enfant et quand t'es ado, déjà, c'est pas les mêmes. Et aussi, le stress, c'est une grosse variable. Par exemple, on dit que l'adolescence, c'est une période très à risque, parce que, du coup, tout est chamboulé pour un humain normal. Donc, et donc du coup, quand j'étais enfant et ado, j'en avais beaucoup plus d'épisodes à l'hôpital. Et est-ce que aussi, quand on est enfant ou adolescent, la maladie, elle est plus forte
et elle s'apaise avec le temps, ou c'est juste la façon de gérer aussi du corps et... Bah, en fait, c'est juste je pense que c'est le taux d'hémoglobine S qui doit beaucoup déterminer. Et c'est juste le degré de la maladie que t'as, en fait. Donc là, on te transfuse plus souvent que quand t'étais adolescente, du coup? Ouais, en fait, adolescente, on faisait des transfusions, là on fait des échanges transfusionnels. Donc c'est pas du tout pareil, les transfusions, c'est juste on te met le sang de quelqu'un d'autre. Ok, tu gardes ton sang à toi, on t'enlève pas. Après ça a des conséquences parce que si on te rajoute du sang, on te rajoute du fer. Le fer, en fait, la grosse ferritine, c'est pas bon après pour les reins. Et en fait, on sait que ceux qui ont un problème de rein finissent en dialyse, donc en fait, c'est pas non plus le but. C'est le chat qui se mord la queue. Donc c'est vrai que on va... T'avais une autre prise en charge. Et puis ça a évolué dans le temps. Donc, par exemple, ce que je fais maintenant, c'est un échange avec une machine spéciale. Tous les hôpitaux n'ont pas cette machine. Tu vois, moi, je suis dans un centre de référence. Tout le monde n'a pas accès à ça. Et maintenant, il y a aussi un médicament. Mais c'est pareil, le médicament, moi, il a marché un temps. Il marche moins bien maintenant. Et quand t'es enfant, en fait, il n'y a pas de, pour les médecins qui s'occupent de la drépanocytose, il n'y a pas de schéma, genre, vraiment qui peut fonctionner à suivre pour tous les patients. Ouais, c'est au cas par cas. Ouais. Et toi, quand tu fais tes transfusions, dans tes échanges, alors comment tu dis, tes échanges transfusionnels, eh bien, c'est-à-dire que tu passes plusieurs jours à l'hôpital, le temps qu'il y ait cet échange? Non, ça se passe dans la journée. Ça se passe dans la journée. Ça dure, un échange transfusionnel, ça dure à peu près 3 heures en tout. Tu viens le matin, après les prélèvements et choses comme ça. Moi, je passe au bloc parce que j'ai plus de capital veineux normal. Donc, ça veut dire qu'on peut pas me piquer par les voies. J'ai plus de veines assez solides pour qu'on puisse me mettre un cathlon assez normal qu'on te mettrait à toi. Parce qu'on te l'a trop fait? Ouais, parce qu'on m'a trop abîmé. En fait, j'ai un capital veineux désastreux. Avant, il y avait pas tout ça. Donc maintenant, je passe au bloc. On me met une aiguille fémorale. Et après, on l'enlève à l'hôpital. Donc, ça veut dire que moi, j'arrive à 8h et je pars en général vers 16h de l'hôpital. D'accord. Voilà. Et donc là, ils t'enlèvent ton sang et ils te remettent celui de quelqu'un d'autre. Ils me remettent 6 poches de sang de quelqu'un qui... Merci à cette personne. Ouais, c'est ça. Toi, le don du sang, ça doit être un... Ah oui, non, le don du sang, pour quelque chose que tu prêches énormément, quoi. Ouais, le don du sang, c'est genre primordial. Ouais, bah ouais. Si j'ai pas de don de sang, je ne vis pas normalement. Enfin, voilà, s'il y avait pas quelqu'un qui venait, qui se posait pour donner des poches de sang... Franchement, nous, les drépano qui avons au moins la chance d'avoir ça, qui pourront pas avoir forcément le médicament, que ça marche pas, ben, ça serait compliqué, ouais. Oui, parce que, du coup, toi, tu dis que avec le temps, ton taux de globules malades, du coup, augmente. Et si, par exemple, tu fais plus du tout de transfusion, ça peut arriver à 100%. Ça veut dire, non, je pense que t'as jamais 100%, mais le taux d'hémoglobine S va être plus fort. Donc, je vais être anémie, parce que c'est ça aussi, c'est que, en fait, j'ai une hémoglobine, toi, on va dire, quelqu'un de normal, il a une hémoglobine située autour de 8, autour de 12, pardon. 12, 14, ça c'est les gens normaux. Moi, je suis déjà à 8. Moi, ma normale, c'est 8. Donc, c'est 8, c'est comment je fonctionne normalement. Puis, en fait, si tu vas dans le temps et que je commence à être malade, en général, je suis à 6,4, je suis déjà descendu à 5. Tu plonges, quoi. Si tu plonges en dessous de 5, déjà, t'es presque en diagnostic vital, quoi. Donc, du coup, t'es très, très anémié. Et c'est une des conséquences de la drépanocytose. D'accord. Et donc, toi, t'es resté te faire soigner au Congo toute ta jeunesse? Non, pas du tout. Je suis venu en France pour me faire soigner. Je suis resté au Congo jusqu'à 6 ans et j'étais suivi un peu en France ici. Et en fait, on m'avait enlevé de la rate. C'est la vésicule biliaire ou la rate? Je sais même plus c'est quoi qu'on enlève. Je crois que c'est la vésicule biliaire. Parce que c'est 2 choses qu'on enlève beaucoup chez les drépano. Et en fait, je suis venu voir mon médecin et en fait, j'étais vraiment très malade et le médecin il a dit ma mère, mais en fait, elle doit rester en France. Si vous l'emmenez au Congo, elle va mourir. Parce que la prise en charge là-bas est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. À l'époque, c'était déjà un peu mieux, je trouve que maintenant, mais c'est pas du tout la même. Et puis moi, j'ai vraiment une forme sévère. Il y a des gens qui sont drépano comme moi et qui sont SLS et qui découvrent à 20 ans qu'ils sont malades. En fait, ils ont eu des crises tout au long de leur vie, mais c'était pas des crises
tu vois, ils se disaient: «Oh, c'était quoi?» Ils restent, tu vois, Ouais, ils ont mal, mais ça ils étaient passe, malades, tu ouais. vois? C'est comme, par exemple, tu pas encore eu d'enfant, mais les contractions des femmes enceintes, la première fois que j'ai été enceinte, j'ai découvert que les contractions, en fait, j'ai eu toute ma vie des contractions. Parce qu'en fait, c'est quand la sage-femme, tu sais, ils te mettent un monito et puis elle me dit: «Là, vous êtes en train de faire une contraction». Et là, je l'ai regardé, je lui dis: «Mais en fait, ça, c'est une douleur Je normale». connais ça, moi. Ouais, c'est genre, «Ah OK, je suis en train de faire une contraction». C'est comme ça que j'ai appris ce que c'était qu'une contraction. Bah, un peu mais du coup, c'est vraiment des douleurs, même quand ils font des études d'évaluation de douleur, ils disent que ça fait plus mal en termes d'échelle de douleur que même, les contractions de femme enceinte. Donc, D'accord. ça veut dire que, j'ai fallait que je sois prise en charge, plus sérieusement parce que j'ai une forme plus sévère et donc, c'est pour ça que je suis venue en France et à partir de 7 ans, ma prise en charge, elle s'est faite en France. OK, donc ta maman est venue vivre avec toi en France? Non, je suis allée chez un oncle parce que ma maman elle a 4 enfants et ils étaient jeunes aussi donc, elle est restée au Congo, elle faisait des allers-retours ici. Ça devait être compliqué, de vivre à la fois la maladie en étant loin de Oh ouais. sa maman? Ouais, ouais, c'était, quand même assez compliqué et puis en plus après, la maladie s'est aggravée, donc, ouais, la prise en charge, ça a pas été de tout repos quand même avant de je pense j'ai commencé un peu à souffler vers 17 ans. Ou, à prendre en main ma maladie, après, le discours du médecin. Mais, voilà, c'est vers là que j'ai Et comment ça se passait ta scolarité, du coup, si tu passais ton temps à passer, de l'hôpital à la maison, l'hôpital à la maison? bah, ça se passe, comme ça. Tu faisais l'école à l'hôpital? L'hôpital, non, tu vas à l'hôpital, si tu restes, 1 semaine, 10 jours, les 5 premiers jours, tu es malade, hein. Donc 5 premiers jours, déjà si tu arrives à ton seul espoir, c'est de réussir à dormir correctement, de pas parce que même si on te met de la morphine, en fait, la morphine, non, ça réduit la douleur. Après, au fur et à mesure de la journée, ça réaugmente. Donc, tu as tes crises quand même, jusqu'à ce qu'ils OK. arrivent à maîtriser. On dit maîtriser la crise. Moi, ça pouvait durer 3 jours, 4 jours. Et après, tu descends un peu, mais là, Tu es KO? jamais même te laver, tu es incapable de te laver, tu peux pas marcher. Quand j'ai une crise, des fois, je peux pas marcher, je peux pas faire, je suis vraiment, ça peut être impressionnant d'ailleurs donc, du coup, c'est ça, maîtriser la crise et après, donc tu peux pas attendre à l'école. Par contre, j'étais dans des centres médicalisés, mais là, j'étais tellement malade aussi où il y a des écoles dedans. C'est pas Bullion, c'est très connu, c'est un centre de rééducation pour les enfants. Il y a une école dedans, mais en fait, on est tous malades, on va peut-être, ma 5e, j'ai fait peut-être, 3 mois de cours, et encore même pas, tellement j'étais malade. Après la 4e, je suis allée dans un autre centre où il y avait et là, c'était l'histoire de m'intégrer le médicament qui, à l'époque, se vendait que à l'hôpital, pas en pharmacie. D'accord. Maintenant, il se vend en pharmacie et ben, même là, j'allais plus à l'école, on va dire, mais j'ai pas fait de 4e ni de 5e normal et avant, j'allais à l'école et à l'hôpital. Voilà, c'était ça ma vie. École, hôpital, donc j'ai fait une scolarité, à dents de scie. Et tu arrivais quand même à suivre, le rythme de l'école? Enfin, Bah, tu obligé, hein, enfin, il y a des forts taux d'échec, hein, dans la drépanocytose, ceux qui sont malades, bah en ouais, tu vrai, vas passer ton temps si à tu passes ton temps à l'école, c'est même souffrir, pas ta revenir, priorité, en fait. reposer, repartir à l'école, repartir à l'hôpital. Ouais, alors tu as des PAI, là, maintenant, on appelle ça comme ça, tu peux avoir des aménagements spéciaux. En fait, c'est un handicap invisible. Donc, du coup, comme, des personnes qui ont un autre handicap et ben, peut-être des fois tu vas avoir des aménagements spécifiques, parce que, il y en a qui n'ont pas de scolarité normale du tout. Ah ouais. Moi, j'ai mis du temps avant d'avoir une scolarité normale. Et du coup, cette maladie, est-ce qu'avec le temps, elle évolue? Enfin, c'est-à-dire, avec, juste, la vieillesse, qui se fait du corps normal, elle évolue? Ou non, ça a rien à voir, tu peux garder le même niveau de maladie toute ta vie? Je sais pas, on va voir au fur et à mesure que je vieillis moins. Oui, c'est pas quelque Maintenant chose où maintenant on il y a une dit, meilleure prise en charge, mais avant, par exemple, il y a des études qui ont été faites, déjà avant il y avait le taux de mortalité était plus grand, il y avait pas beaucoup de vieux, drépano parce que du coup, avec tous les différents risques inhérents à la maladie, on disait que bon, l'espérance de vie était faible, d'accord? Maintenant je crois que la plus vieille que je connais, elle a 65 ans.
Donc ça dépend de la prise en charge. Mon médecin m'a dit que ma prise en charge, elle pouvait pour l'instant être comme ça. Ça dépend un peu de ce que tu vas tolérer. Par exemple, si tu fais des Oui, transfusions et on peut pas te faire des échanges et que tu dépends de la transfusion, bah, à un moment donné, ça va être compliqué parce que qui dit transfusion dit autre problème. En fait, c'est un peu ça en médecine. Il y ouais. a un truc qui t'aide d'un côté, mais de l'autre côté, Ça te ça soigne d'un bout, ouais. ça te détruit de Donc l'autre. c'est plutôt ça, mais ouais, on va dire que les gens peut-être de ma génération se disent, que ça évolue et que Oui, ça va aller, on c'est pas... espère, Oui, on te dit pas, bon, par contre, ouais, à voilà. 40 ans, sachez que, voilà, Ouais, c'est mais pas on me ce l'a qu'on te dit, vend, hein, moi quoi. je devais pas vivre les 7 ans. Après, je devais pas vivre, plus tard que 14 ans, tu vois? Parce que moi, j'avais vraiment une forme sévère, donc disons qu'à plusieurs étapes de ma vie, jusqu'à mes 15 ans à peu près, mon diagnostic vital était toujours, pas Ouais, sûr, quoi. pas sûr, ouais. Voilà. Et tes autres frères et sœurs, par contre, ils ont pas du tout la Non, parce maladie? qu'on n'a pas le même père. En fait, c'est D'accord, demi-frères et donc eux, ils sont AS. Ils sont porteurs d'accord. parce que ma mère, elle est AS et donc ils sont porteurs, sains. Ça s'appelle porteur sain. Ok. Et du coup, toi, t'as des enfants. Le Oui. risque, c'était qu'ils aient aussi la drépanocytose? Bah, le risque, on l'évalue. En fait, avec ton futur mari, on lui fait faire une prise de sang pour savoir, s'il est porteur du gène, Ouais, malade. si lui, il est AS, du coup. S'il est AS, tu as une chance sur 4. Non, j'ai plus de chance, du coup. S'il est AS, c'est mathématique. S'il est AS, en fait, j'ai 2 chances sur 4, je crois. C'est Hmm. ça, hein? On calcule, hein. AS, Hmm. AA, Ouais, AS et SS, tu vois, t'as 3 chances ouais. finalement. Donc, il y a des drépano qui décident de se séparer. En fait, il y a des personnes qui ont l'expérience de la maladie, qui décident de se séparer. Souvent, quand c'est des gens qui sont déjà malades, décident de se séparer. Il y en a, on leur dit qu'ils sont pas malades, qui prennent quand même le risque, tu vois. Oui, mais peut-être parce que ceux qui sont malades, ils savent Voilà, ce que ça représente la maladie. c'est ça. Donc après, c'est un peu, tu peux pas savoir tant que les 2 personnes n'ont pas. Chaque drépano, s'ils ont un compagnon et qu'ils ont un projet d'enfant, on fait faire une électrophérèse pour savoir. Ok, mais par contre, tu peux être, par exemple, AS sans le savoir parce que personne n'a déclenché la maladie. Tu peux être AS sans le savoir alors la drépanocytose, c'est une malformation du gène qui est, on va dire, qui va être dans les zones où il y a le paludisme. Donc ça veut dire que en Asie, il y a une forme, ça s'appelle pas la drépanocytose, ça s'appelle comment ça s'appelle déjà? La thalassémie, ouais, je crois. Enfin, c'est un autre nom. Et en Afrique, du coup, toutes les zones où il y a du palud, tu peux avoir de la drépanocytose. Ok. Parce que Et c'est un moustique, hein, c'est ça? ouais, le palud, c'est donné par un moustique Voilà. et ça peut donner une forme grave cérébrale. Et en fait, le gène humain a muté pour éviter cette forme grave cérébrale. Donc, à la base, le gène a muté comme ça. Il y a À des la base, c'était centaines très de, bien, c'était pour se c'était protéger, voilà. sauf que la conséquence, Sauf que c'est la que conséquence, ça crée ça cette développe maladie. cette maladie. Donc, ça veut dire que ça va avoir très localisé. Mais par exemple, sur le pourtour méditerranéen, avant, il y avait des moustiques à palud. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as des Espagnols, des Italiens, t'en as très peu maintenant, mais t'en as. Et surtout, maintenant, il y a un mixage. Donc, ça veut dire qu'en Île-de-France, chaque enfant qui naît a automatiquement un dépistage. En fait, les gens de la D'accord. drépanocytose, je crois qu'il y a 3, je sais pas, il y a 3 dépistages automatiques sur les bébés et ils ont automatiquement ça. Par exemple, l'ancien meilleur ami de mon fils, qui est lui, ses parents français, et l'autre, il a des origines, son père, je crois qu'il a des origines japonaises. Donc, on va dire, aucune Oui, dans le typage pour se dire il va tableau, être, normalement, et c'était bon. pourtant, elle a découvert le nom de la drépanocytose et que son fils était AS parce que comme il est né en Île-de-France, ils ont eu un dépistage et donc ils ont reçu le fameux papier qui dit que votre fils est porteur du gène drépanocytaire. Donc ça veut dire que lui, plus tard, s'il veut faire un enfant, il sera obligé de passer le test avec son épouse, savoir, Il est pas obligé, mais c'est mieux. ouais, Voilà, il est pas savoir obligé, c'est mieux. où il se Voilà, situe, quoi. le but c'est d'informer et de dire, je sais pas comment ses parents, je pense que c'est un peu flou. C'était marrant pour elle de découvrir que Jelani était AS et du coup que j'étais drépanocytaire parce qu'en fait tu reçois un papier mais tu comprends pas trop ce que c'est Ouais, vu oui, que c'est un peu le l'information truc. c'est la première maladie génétique de France. Faut savoir qu'il y a, je crois que je sais pas combien de parents il y a d'enfants qui naissent avec le gène malade, mais c'est très peu parlé.
On en Oui, parle on très peu. n'entend pas, on n'entend pas Voilà. du tout parler. Du coup, elle sait pas trop, mais elle sait qu'elle doit apprendre à son fils que, bah voilà, il a une S, ce jour, c'est juste ça la conséquence pour les AS. Comme les enfants, si un jour ils se marient ou ils veulent avoir des enfants, bah, c'est mieux de faire le dépistage. Et donc toi, c'était avec Benoît, ton mari, vous avez fait le test et lui, il avait Il était AA. donc il y avait juste il y avait quand même un risque, mais très faible du coup. Non, il n'y a pas de risque. Pas du tout de risque parce que lui, il est AA et toi Moi, je suis SS. SS, donc c'est 100% de chance que mes enfants soient AS. Ah, par contre, tes enfants sont AS, donc eux, plus tard, pareil, il faudrait Voilà, qu'ils c'est ça. fassent attention s'ils Ouais. veulent. D'accord. Et C'est toi, ça. tu savais du coup qu'il y avait pas de risque qu'ils aient la drépanosse, mais par Je contre, savais ils qu'ils n'avaient pouvaient pas de risque avoir. qu'ils soient malades. Ok, c'est ça. Voilà. Mais si j'étais marié avec un AS, ils avaient. Et tu te serais marié avec un AS? Je crois pas. Parce que j'ai absolument détesté l'expérience. Je la déteste toujours, hein. J'ai absolument détesté l'expérience de la maladie. Et je pense que moi-même, j'aurais pas été apte de prendre le risque d'avoir un enfant malade, tout en étant malade. Ouais, ça veut dire qu'il faut Donc, gérer soi. voilà. Et en plus de gérer Voilà, l'enfant, il faut c'est gérer ça. la maladie, quoi. Et en plus, je sais, du coup, quelle douleur intérieure qu'il vit. Donc, du coup, je pense que non, je prenais pas le risque. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, tes grossesses? Mes grossesses se sont alors, pas très bien passées. Enfin, le troisième quand même mieux, mais parce que j'ai eu en fait, mon échange transfusionnel en machine, je l'ai eu à partir de ma deuxième grossesse. D'accord? Est-ce que je l'ai eu à partir de ma deuxième grossesse? Ouais, on a commencé en fait, j'ai commencé ma deuxième grossesse, j'étais pas dans le même hôpital, donc j'avais eu un nouveau médecin, bref, la prise en charge était un peu bancale et ma deuxième grossesse s'est très, très mal passée parce que, du coup, le corps reprend son droit. Avec un bébé, en fait, même si j'étais pas malade pendant des années, bon, j'allais moins à l'hôpital peut-être 2-3 Oui. fois l'année, heu, j'avais un peu oublié ma drépanocytose et quand j'ai eu le premier enfant, dès le premier mois, en fait, mon corps, il a fait une énorme crise douloureuse, donc assez violente. On a dit: «Oui, bon, ça va, on va voir comment ça se passe», 2 semaines après ou 3 semaines après, il en a fait une autre et en fait, du coup, on m'a mis à l'arrêt au bout de moins de 2 mois de grossesse. D'accord. Donc et en fait, tu rentres en grossesse pathologique et tu es hyper suivi. Moi, je crois que je suis à peu près tous les 3 semaines à l'hôpital ou pour faire les yeux ou tu sais, je t'ai dit manifestation dans tout le corps, tu vois? Donc pour voir le cœur, pour voir les yeux, moi j'ai un épanchement du cœur, c'est de l'eau autour du cœur, tu sais, c'est plein de donc ça on va dire la grossesse, pour moi, c'est quand même un endroit, un espace spatio-temporel très médicalisé D'accord. et plutôt stressant. Et ça aggrave les symptômes pour toi, mais par contre, il y a pas de risque pour le bébé ou si le fait que toi aussi tu fasses des crises, il y a un Bah risque si, pour le en fait, bébé? si. Bah, mon deuxième enfant, il est né en avance, donc du coup, on l'a enlevé 2 jours après avoir maîtrisé ma crise, parce que je faisais trop de crises. Donc au début, on va dire, on s'occupe de la maman, on fait en sorte de maîtriser la maman et puis après on passe, au bébé. Parce que du coup, être malade, ne pas avoir assez d'oxygène, en fait, c'est ça, quand tu fais une crise, tu pas Ouais. assez d'oxygène, tu des contractures particulières. Au bout d'un moment, ça impacte la vie du bébé. Donc Oui, forcément, effet boule de neige à un bah oui, moment parce que donné. Si tu en le as bébé pas assez déjà d'oxygène pour toi, c'est compliqué de. bah oui, donc comme le bébé fait partie tu sais, mais t'as pas assez d'oxygène, t'as d'autres carences, enfin, du coup, si tu trop malade, c'est pas non plus bon pour ton bébé parce que ton bébé dépend de ton corps et si Mmh. ton corps, il est pas en bon état et ben, c'est difficile à lui de lui apporter une croissance normale, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc ils t'ont fait accoucher prématurément, du coup? Ils m'ont fait accoucher prématurément pour le deuxième. Pour le premier, on a réussi à aller quand même, c'était raisonnable. J'avais pas eu de césarienne programmée, mais on m'a déclenché, ça n'a pas marché, donc j'ai fini en césarienne et pour le deuxième, ça devait être la même chose, mais comme pour le deuxième, je suis vraiment tombé, je pense qu'il y a la fatigue. La fatigue, en fait, tous les états qui sont pas forcément de la maladie, la fatigue, le stress, l'épuisement, ça aggrave, Mmh. ça facilite, disons les manifestations négatives de la maladie et donc du coup, quand tu as un deuxième enfant,
ce qu'on néglige, c'est la fatigue liée au premier. Ah oui. Donc c'est pas, tu pas là tranquille tes journées à te Oui, reposer. t'attends qu'il Bah, arrive et voilà, tu vois? Là, on m'avait arrêté, donc je pense que j'ai été, c'est très médicalisé quand même, mais moins malade parce qu'en fait, j'avais que moi et moi-même à m'occuper. Donc, Mmh. j'étais en arrêt, j'étais en CDI à l'époque, voilà, c'était un arrêt long, jusqu'à et donc du coup, j'avais que ça à faire, rester allongé si je devais rester allongé. Oui. Mais avec le deuxième enfant, j'avais moi, le bébé et le deuxième enfant qui te sollicite, il avait 2 ans, voilà, donc comme toutes les Il a mamans, hein, besoin de sa maman et la voilà. maman a besoin de s'occuper de son enfant. C'est ça et donc du coup, ça, indéniablement, ça fatigue et j'étais à l'hôpital, je crois, tous les 3 semaines. J'étais à l'hôpital et en OK. sachant que j'ai le médecin qui s'occupait de moi, il est parti, donc j'ai eu un autre. Elle a dit: «Oui, non, mais c'est bon, les drépano maintenant, elles ont leur, tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'il y a pas de, il y a pas de typologie, tu vois? C'est vraiment, elle m'a dit: «Oui, non, mais c'est bon, ça va aller et tout» et en fait, au bout d'1 mois, je suis malade, je reviens 2 semaines après et en fait, je suis tombé malade à peu près toutes les 3 semaines, j'étais à l'hôpital. 4-5 jours, j'étais hospitalisé et en fait, quand c'est arrivé au 7e mois et demi, j'ai fait une autre grosse crise et là, l'obstétricien a dit: «Non, mais là, faut sortir le bébé». Donc je suis resté à l'hôpital, je suis rentré à l'hôpital pour une crise et je suis sorti, 2 semaines T'avais après un berceau. pour un bébé, avec un bébé. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Donc ça a été mon bébé, il a été en néonat parce qu'ils l'ont sorti, mais ils l'ont sorti en urgence, donc ils ont pas vu que ses poumons étaient pas finis, donc en fait, ça a été, Oui, c'était un peu la cata en plus de la voilà, maladie, c'est ils ça. ont C'était un cata en plus de la maladie, je venais d'avoir un bébé, je vais être avec mon bébé, je suis retombée malade parce que trop fatiguée, je suis allée en réanimation. C'était, donc et le troisième, c'est extrêmement bien passé. parce que la maladie était mieux gérée dans ton quotidien aussi, enfin tu disais Parce que avec c'était les échanges et mieux cetera? géré, j'ai eu des échanges, les échanges étaient prévus à date, c'était des vrais échanges, donc elle baissait au maximum mon taux d'hémoglobine S. C'était vraiment engagée, mon hématologue, parce que j'ai eu mon bébé dans les circonstances de mon mari qui était dans le coma et après qui est décédé. Et j'ai décidé de garder le bébé aussi en partie parce que mon médecin s'est engagé à ce que je passe une grossesse comme je ne l'ai jamais passée. Donc j'allais à OK. l'hôpital et tout, mais du coup je suis allée 0 fois hospitalisée alors que l'autre grossesse, je suis allée j'ai été hospitalisée 7 fois, 7-8 fois en tous les mois, j'allais minimum, 5 jours Ouais, à donc c'est l'hôpital. épuisant, puis ça donne pas du tout envie de revivre ça, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis être hospitalisé avec la drépanocytose, c'est que si je reste 5 jours, tu sais au moins que pendant 3 jours, je suis très mal, j'ai très mal en fait. Ouais. Tu as Oui, envie de oui, mourir, c'est hein. ouais. C'est genre vraiment les crises douloureuses. Quand en fait un drépano va à l'hôpital, c'est qu'il a déjà épuisé toutes les Oui, possibles. il est au On bout du déteste aller à rouleau, quoi. l'hôpital. On Il est au déteste bout aller du à rouleau. l'hôpital parce que c'est bon, quand tu es dans un centre de référence, c'est maîtrisé. Mais dans 80% des hôpitaux, c'est pas maîtrisé. La drépanocytose, c'est pas une maladie, tu sais, tu vas pas arriver avec en train de saigner, tu vois? Tu vas pas arriver. En fait, tu arrives toi normal et tu as juste hyper mal. Donc en fait, c'est pour beaucoup de personnel soignant, c'est assez, dur pour eux de, d'évaluer ta douleur Ouais, et d'analyser donc limite de vraiment comment tu te comprendre, sens. tu vois? Tu arrives aux urgences, si tu es pas dans un centre de référence, ils comprennent pas. Tu On vois? C'est t'a un déjà concept. dit: «Oh, c'est psychologique», Non, mais en fait, on te sous-évalue, alors je sais pas si vous connaissez le syndrome méditerranéen. Par exemple, le syndrome des méditerranéens, c'est un biais culturel, négatif qui dit que les personnes, on va dire noires ou de Méditerranée sont plus fortes, ou de maghrébines et tout, sont plus résistantes à la douleur. Donc ça veut dire qu'induitement dans la culture, ça implique que, bah, quand tu arrives, en fait, toi non, en fait, tu pas si mal que ça, tu vois? Donc et ça a été vraiment prouvé dans les hôpitaux, la prise en charge de surchange et tout, c'est vraiment un vrai sujet. Et donc nous, quand j'arrive dans un autre hôpital, je suis stressée. J'appelle direct mon médecin pour qu'il appelle l'autre médecin mmh. parce que je sais qu'on va pas me donner de morphine. En plus, quand tu arrives dans un hôpital et que tu dis: «Donne-moi de la morphine», tu es un drogué. Oui, c'est ça, Parce calme-toi. que ouais, c'est ça, il va te donner du Doliprane. Sauf que si on te donne en fait, si on ne coupe pas la crise maintenant, ça veut dire qu'on empire la crise et donc c'est comme ça qu'on a de manifestations encore pires comme l'AVC, comme les syndromes thoraciques et cetera. Donc c'est vraiment un passage stressant l'hôpital parce que c'est un peu qui tout double. Ouais, Même est-ce dans qu'on va même vraiment te ouais. prendre en charge avec, tes douleurs Est-ce ou qu'on est-ce va qu'on va mettre minimiser? on va donner la prise en charge directe? Alors il y a des protocoles dans les centres de référence, mais c'est pareil, l'équipe soignante des urgences, ça, c'est vraiment, ça tourne beaucoup.
Donc ça veut dire ils sont pas tous formés pareil. À chaque fois, il faut reformer les gens, etc. Donc dans les centres de référence, tu as quand même de la chance, mais je sais pas, je suis déjà tombée malade en Normandie là. C'était là où il y a la grande cathédrale. Rouen? C'est pas Non, Rouen, c'est Chartres. non, Non, c'est pas le Chartres, pas du mais tout. par là-bas. T'as Ouais. compris, c'est par là-bas. Mais avant qu'on te donne des médicaments, ça peut durer longtemps. Et t'as pas je sais pas, une carte comme quoi t'as cette maladie et donc il y a cette prise en charge qui en découle, quoi. Même avec la carte, ça marche pas. Il faut D'accord. que, en fait, soit t'as de la chance. Moi, j'avais de la chance parce qu'il y avait une médecin. En fait, des fois, il y a quelqu'un, un interne qui a fait ses études à Paris, qui a côtoyé le centre de référence et qui sait que je raconte pas de conneries que c'est maintenant. Sinon, ils vont étudier ton dossier. Ah, merci. Tu vois, dans le centre de référence, t'arrives en 10 minutes, t'as ton hydratation. En fait, ils savent. On te met l'oxygène, t'as ton hydratation et on te met direct pas un Doliprane qui coule dans tes veines, mais quelque chose de plus fort. Ouais. C'est le protocole. Et après, on appelle le médecin. Tu vois, en fait, il y a déjà le protocole avec l'interne. C'est déjà carré. Oui, la base, et après, on va voir s'il faut augmenter, s'il faut... Et là, on va te mettre après ta morphine, etc. Mais on te met déjà les premières antalgiques pour commencer à calmer la douleur. Dans un autre hôpital, avant de se mettre ça, faut qu'on évalue ta maladie. Il y en a qui savent, à l'époque, savent même pas c'est quoi. Ok. Donc, ça veut dire, comprendre. Ok, on va lui mettre du Doliprane, parce que c'est comme ça qu'on commence, on met du Doliprane. Et toi, pendant ce temps-là, en fait, tu vis ta maladie. Ouais, l'enfer, quoi. Et ça est juste en train d'augmenter ta douleur, quoi. Voilà. Donc, c'était juste pour dire que, du coup, il y a quand même beaucoup de drépano qui vont aller à l'hôpital quand c'est déjà limite trop tard, tu vois, parce qu'en fait, on n'aime pas cette partie-là. Donc, il faut prendre le maximum de médicaments chez nous. Et donc, c'est un peu la tendance, même moi, j'ai encore tendance à faire ça, consciemment ou inconsciemment, à y aller quand c'est la dernière où j'en peux plus, quoi. T'es au bout du rouleau. Et c'est quoi les médecins qui te suivent, du coup? C'est quoi des médecins spécialisés dans la drépanocytose? C'est un hématologue spécialisé dans la drépanocytose. Et t'as que ça? Enfin, c'est le seul médecin qui va te suivre? Lui, c'est mon médecin, j'ai un médecin traitant, j'ai mon hématologue spécialiste à l'hôpital. Puis après, lui, il va suivre avec les différents médecins qui sont, si j'ai un petit problème au cœur qui est bénin. Il va suivre tous les ans, je vais faire des examens sur les yeux, parce qu'en fait, tes vaisseaux peuvent péter, tu peux devenir aveugle. Donc, il y a tu vois, on va toujours regarder mes poumons. Tous les ans, j'ai un bilan un check-up de tout le corps pour s'assurer qu'il n'y a pas que la maladie évolue pas sur d'autres pôles. Et pour l'instant, elle évolue pas de ton côté? Non, pour l'instant, j'ai que ma maladie, ça va bien. Si j'ai trop de fer, donc on calcule ça. Enfin, j'ai beaucoup de ferritine, tu vois, je tracyle. Normalement, c'est moins de 200. Ah oui. Ah oui, t'as vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Après, j'ai mon truc du cœur, mais c'est suivi aussi. Pour l'instant, j'ai pas de enfin, j'ai pas de suivi d'ailleurs. D'accord, mais par contre, demain, tu peux d'un coup avoir besoin d'être suivi par un cardiologue ou... Ouais, demain, je peux avoir besoin d'être suivi par un cardiologue, je peux être besoin d'être suivi par les gens qui s'occupent des prothèses, là. Ah oui, ok. Voilà. Je peux avoir des ulcères. Donc même si elle est contrôlée parce que tu fais souvent des échanges, ça garantit pas. Je connais quelqu'un qui en échange et on vient de lui mettre une prothèse il a fait une nécrose. D'accord. Donc on vient de lui mettre une prothèse de l'épaule. Et comment on vit un peu au quotidien quand on sait pas trop ce qu'on va nous annoncer, comment ça va se passer? On vit dans l'insécurité. On vit dans l'insécurité. Après c'est quand même un vrai sujet, donc moi j'ai essayé de me faire parce qu'il y a quand même des greffes maintenant. Il y a des greffes de la moelle osseuse. Donc il y a des personnes qui étaient drépanocyteurs qui ont été greffées. Donc il y a une majorité d'entre elles, c'est celles qui ont un vrai frère, enfin un frère avec la même mère, le même père, parce qu'il faut que ça se rapproche du code génétique, en fait compatible vu que c'est des gènes. Et maintenant il y a la greffe haplo qui elle a besoin d'une similarité. Donc tu vois, on pourrait te greffer de la moelle osseuse, la moelle osseuse, moelle épinière de ton cousin par exemple. Même s'il n'y a pas la même compatibilité. Et donc là, tu te mettrais à produire des globules rouges sains. Ouais.
Et toi, tu irais vers ce genre de greffe? Moi, j'ai demandé, mais ça n'avance pas. Je pense que je suis trop vieille. En fait, je pense que je suis plus prioritaire parce que du coup, j'ai plus autant de crises. Si j'avais fait cette demande à l'époque, mais il existait pas encore. C'était pas quand j'avais 17 ans. Je pense que j'étais au début première de la liste. D'accord. Mais là, je pense, hein, c'est ma perception. Déjà, tu peux pas faire une demande toi-même. Il faut que ce soit ton médecin qui fasse la demande. Il faut que ce soit un conseil médical qui décide si oui ou non tu peux. Après, il faut regarder les gens qui sont compatibles. En fait, pour moi, c'est un parcours du combattant qui fait que tout le monde n'a pas accès à ça. D'accord. Donc, faut espérer que demain, par contre, dans quelques années, ce soit un peu quelque chose, je sais pas, de bénin, mais un truc qu'on fait assez facilement et que du coup, tu puisses avoir accès à ça. Bah, pour moi, je pense que ça sera trop tard. Je crois que là où je connais, où il y a des personnes, aux États-Unis, on en fait sans crédit, il y avait 55 ans. Pour moi, mais pour les autres, je pense que potentiellement, après, c'est peut-être qu'on va me dire, ah, c'est bon, on a vu ton dossier. Parce que le problème que, comme c'est un conclave, j'appelle ça, de médecins qui font ça, bah, il y a plein de dossiers. Quand c'est censé être la date où on va parler de ton dossier, bah, il y a eu trop de monde. Donc, on repousse à la date d'après. Donc, moi, ça fait déjà 3 ans que j'ai demandé à mon médecin d'étudier le truc, mais ça n'avance pas des masses. D'accord. Et c'est la seule chose qu'ils ont aujourd'hui dans leur possession pour arrêter ou carrément supprimer la maladie? Pour supprimer, c'est que la greffe. Ok. Ou la thérapie génique, c'est encore plus cher et c'est encore moins accessible. Mais en gros, ouais, c'est ça. D'accord. Refaire, sinon c'est une maladie génétique, donc après, on va te donner une prise en charge médicamenteuse, et comme la mienne, où tu as la transfusion, l'échange transfusionnel. C'est la possibilité en dessous avant la greffe, quoi. Voilà, c'est la possibilité, médicaments et transfusion, échange transfusionnel. Voilà. Ouais, c'est les seules choses qu'il y a aujourd'hui. C'est les seules choses qui ont si t'es pas greffé. Et du coup, comment toi tu acceptes cette maladie dans ton quotidien? Enfin, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un ou à des parents qui ont un enfant qui a la drépanocytose ou à quelqu'un qui a la drépanocytose? Moi, j'accepte cette maladie en me disant que je dois faire avec, d'accord? Que si j'avais des parents, je dirais d'accentuer sur la prise en charge. Donc respecter ses médicaments, beaucoup boire, ne pas faire des situations à risque. Après, pour un enfant drépanocytaire, en fait, t'as limite le droit de rien faire. Tu peux aller à la montagne parce que ça baisse ton oxygène. Faut pas que tu fasses trop de sport. Faut pas que tu vois, les crises, connaître qu'est-ce qui déclenche les crises. Par exemple, du chaud et du froid déclenche une crise. Tu vois, moi, j'ai déjà fait une crise en plein milieu d'une plage parce que je me suis endormi sur la plage parce qu'en fait, il faisait chaud, qu'il y a une petite brise qui est censée être cool pour tout le monde. Sauf que quand tu dors, déjà, ton niveau d'oxygène baisse pour tout le monde. D'accord? Un petit peu. Ben là, le mien, il a baissé. Et donc, du coup, j'ai eu un coup on va dire que mes vaisseaux, ils ont coup de froid, contracté, les globules rouges qui se bloquent, crise vaso-occlusive. Donc, ça veut dire, tu vois, les parents de drépanocytaires, ils regardent vraiment tous ces détails. On ne pourra pas faire en sorte que l'enfant tombe malade. Au quotidien, tout ce que tu fais, ça doit être analysé. Je pense jusqu'à 17 ans, j'étais une flippette de tout. Genre, on m'avait interdit de faire du vélo. En fait, tous les trucs sportifs et tous les trucs à effort, faut éviter. Ça, faut éviter. Et je pense que en devenant jeune adulte, quand on a marre de tout, moi, j'ai fait beaucoup de situations à risque. J'ai fait l'inverse. J'ai été à la mer comme je voulais. Je suis tombé malade plein de fois. Hein. J'ai été au ski, je suis tombé malade. Limite, tous mes premiers séjours de ski, je finissais mon séjour à Thonon-les-Bains, hôpital, direction hôpital, quoi. Donc, c'est plutôt d'accepter déjà, et aussi de faire en sorte que, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas se laisser croire que c'est la maladie qui contrôle son corps, mais plutôt qu'on a la capacité de contrôler sa maladie, même si on a quelque chose qui ne peut pas s'enlever. Oui. Et moi, c'est ça qui a vraiment changé, on va dire, je pense que j'étais vraiment dépressif à cause de la maladie. À l'époque, on disait pas comme ça, on parlait pas de ça, il y avait pas autant de choses, aller voir un pédopsychiatre et tout, il y avait pas ça. Nous, on avait quand même un peu accès, mais c'était un peu en surface, je trouve. Et donc,
pour moi, j'avais une vie de merde, j'étais tout le temps malade. Et pourquoi j'étais malade? En fait, j'étais en boucle dans ma tête. Ouais, puis Que tu c'était pouvais rien injuste. faire pour essayer de te sortir un peu Voilà, de c'est tout ça ça. parce que ça te renvoyait à la maladie. Voilà, c'est ça. Et mon médecin a vu ça, et un jour où j'étais vraiment très malade, il m'a dit: «En fait, Prisca, c'est toi qui peux choisir. Tu peux choisir ou de laisser la maladie, prendre le dessus, te ronger», et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que on a dit que l'état mental, le stress, créait des crises. Donc c'est un cercle vicieux, ou tu peux te dire que tu as cette maladie, qu'elle sera toujours là, mais par contre, tu peux choisir la manière de l'appréhender. C'est pas parce que tu as cette maladie que tu peux pas, essayer de vivre une vie normale, que tu peux pas avoir des expériences, et donc c'est plutôt ça que je dirais à des gens aux gens malades, même s'ils sont dans la période, pire de leur vie, c'est en fait, tu peux aussi avoir une vie normale à ton niveau, on va dire, et kiffer de la vie. C'est pour ça que ça s'appelle la Kiff Academy, mon Instagram. Et est-ce qu'il y a encore des choses aujourd'hui que tu ne peux pas faire? Heu, En fait, les choses que je fais, c'est des comportements à risque, OK? Donc ça veut dire que Encore, quand même. ça reste le comportement à risque. Quand j'ai parti, quand en 2009, j'ai décidé de partir, 1 an en Afrique du Sud avec mon compagnon, avec, Benoît. Et en fait, du coup, j'ai dû aller dire à mon médecin. J'ai au préalable essayé de l'Afrique du Sud, c'est un pays tempéré, il y a pas de palu là-bas. Donc c'est un climat tempéré un peu, et donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la maladie. Donc ça Ah veut oui. dire que moi là-bas, j'ai été suivi par un oncologue, quelqu'un pour les cancers, tu vois? Donc quelqu'un qui ne connaît absolument pas la maladie. J'avais de la chance parce que j'ai une cousine qui habitait en Afrique du Sud, et du coup, comme elle a été drépano, et ben, elle avait déjà une première expérience avec ce médecin. Mais ils sont archi nuls, voilà. Ils Oui, savent pas. c'est pas du tout leur Voilà, zone c'est de pas du génie, tout leur quoi. zone de génie, ils connaissent pas. Donc, mais j'ai dû organiser, même ce truc, j'ai pas pu me dire: «Oh ben, je m'en fous, je vais en Afrique du Sud, Je veux Inch'Allah, juste kiffer. ou je vais en Australie, je veux juste kiffer». Il y en a plein qui ont fait ça, hein. Ils sont revenus, en PLS à l'hôpital, ils sont restés 1 mois à l'hôpital, il y en a, ils sont finis en RIA. Parce qu'en fait, même quand tu t'oublies et que tu dis: «Je fais ce que je veux», et ben, elle va toujours, si tu as une forme sévère, franchement, elle va toujours te rattraper. Donc ça veut dire que tu dois toujours être dans l'anticipation. Tu vois, tu dois OK. toujours être dans l'anticipation. Mais dans mon quotidien, maintenant, moi, j'ai l'air normal. Même mes amies, elles oublient que je suis malade. Mais moi, je sais que, par exemple, je sais pas si j'ai des vacances. Je sais que avant de partir en vacances, eh ben, ma transfusion, je commence à calculer avec les infirmières. Tu pars quand en vacances? Ma transfusion, on la met juste avant les vacances pour diminuer le fait que je sois malade pendant les vacances. Et limiter le risque qu'il t'arrive Voilà, quelque de chose. limiter le risque. Moi, je vais je sais pas si je dois partir avec mes enfants, pareil, je vais penser à bon, je pars où, je fais quoi, est-ce que je vais être seule, à quel moment je suis seule, quand est-ce que j'ai été transfusée. Tu vois, j'ai toujours, tu dois devenir un peu, maître de ta maladie, tu dois vraiment anticiper pas mal de choses. Et du coup, tu peux faire une transfusion, enfin un échange avant de partir en vacances, même si c'est pas dans le délai. Enfin, c'est pas, on dit pas c'est tous les 3 semaines obligatoirement, pas plus, pas moins. Tu peux en faire un. Non, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses faut anticiper, donc faut être un calcul, faut faire un calcul un peu scientifique. Donc, non, moi, je suis quelqu'un qui anticipe bien. Donc, si j'ai une période de vacances, j'anticipe bien. En tout cas, le service où je suis, elles sont tellement, c'est un petit service. Le médecin est seul. Donc, elles demandent quand même à ceux qui font des échanges comme moi, elles demandent est-ce qu'on part en vacances assez souvent? Parce que elles savent qu'il faut, planifier, c'est sur 3 mois, j'ai mes dates. Donc, OK. en fonction de où je pars, en fonction, imagine, je pars en Afrique, il y a des vaccins que je dois avoir, donc tout ça, faut anticiper. Et parfois, il peut arriver que, je sais pas, il y a eu c'est un peu trop tôt, mais je peux avoir une saignée. On va enlever, tu sais, ils vont faire une autre technique, pas forcément Un un entre-deux échange. pour Ouais. que tu puisses quand même partir dans de En meilleures fait, ils vont conditions. faire une saignée entre deux. Comme ça, je vais pouvoir faire l'échange avant de partir. L'important, c'est de avoir un échange normal avant de partir. OK. Ouais, il faut D'accord. vraiment que tu sois à bloc avant de Ouais. partir pour Ouais. éviter. Voilà, Et c'est est-ce ça. que tu dois faire attention au pays dans lequel tu pars pour éviter, je sais pas, il y a des pays où on mange pas pareil, donc faut pas que tu tombes malade et Je dois faire attention partout où je pars parce que il faut que je boive, faut boire beaucoup d'eau, après tu peux regarder les conditions sanitaires, après moi je m'interdis pas beaucoup de choses, mais je sais que ça peut arriver. En Afrique du Sud, je suis tombée malade.
Donc OK. je sais que ça peut arriver. Donc ça veut dire que vaut mieux que tu aies ton assurance. On n'est pas en France, hein. Je crois qu'à part en France, tu tombes malade. En Afrique du Sud, j'ai failli ne pas avoir, être soigné parce que là-bas, faut payer. C'est et une semaine d'hospitalisation comme la mienne, c'est plus, 20 000 que, Oui. voilà. En France, on se rend pas compte parce qu'il y a la sécu, mais c'est un ailleurs, tu payes tout. Juste que le fauteuil qui t'a emmené dans la chambre, c'est Et facturé. tu le Et tu payes. as vraiment une facture, comme chez Leroy Merlin avec, les compresses, 3 je sais pas 15 compresses, 3 aiguilles, tu vois? Ouais, Tu as tout est vraiment décrit, quoi. Et après, tout tu est vois le montant à la fin. voilà, tu vois le montant à la fin et si tu as pas payé, ils te soignent pas, hein. Donc je regarde quand même où je vais, mais je m'interdis pas parce que je sais que j'ai cette prise en charge, je sais que je reviens, je sais que je vais partir avec mes codéines, peut-être avec un autre médicament au cas où. Donc moi, je suis quand même très allergique pour ça. Il y en a qui sont un peu plus, de ce que j'entends, qui font moins attention, mais qui sont revenus en état plutôt catastrophique, quoi, avec rapatriement et tout, parce que, bah Oui, parce qu'en plus, plus t'attends, plus ça s'aggrave. ah ouais. Donc ouais, je fais quand même attention à ça, mais je m'interdis nulle part. Mais je sais que heu, si je vais en Afrique, il fait chaud, donc moi, le froid me fait plus de mal que le chaud. OK. Sauf que le chaud, je dois boire et tout. Mais le froid, comme à tout le monde, ça compresse tes Mmh. artères. N'importe qui, tu es dans le froid, ça compresse. Et la compression des artères, bah, c'est des principales raisons pour lesquelles mes globules rouges vont se... Donc ça fait vraiment de la vasoconstriction. Et ça, bah, je sais que si je vais en Islande ou tout, bah, je vais bien me couvrir, etc. Oui, Tu le vois. style bain froid, pour toi, c'est à oublier, quoi. Ah non, le bain froid, j'oublie même si ça fait des bienfaits au mental, je sais Oui, même toi, pas. tu peux Rien que pas, pour cette raison. Je pense que je fais un bain froid, je fais une crise, dans imminente. la dans la Voilà, foulée, quoi. c'est ça. Donc je vais garder mon mental, dans les choux, mais je vais C'est pas pas faire des grave. bains des bains froids. Et du coup, aujourd'hui, à part faire très attention où tu pars et prévoir, tu peux tout faire. Bah, En prenant le risque que tu ouais, je prends le puisses, risque. OK. Aujourd'hui, je considère que je fais tout et je fais tout à ma manière. J'essaie de pas me mettre, je peux tout faire, mais je m'interdis des choses, tu vois? Par exemple, si je voulais, je sais pas, j'aime pas courir, tu vois? Je vais pas aller me faire un marathon parce que je sais très bien comment ça va finir. Je vais pas aller me faire un trail parce que je sais très bien comment ça va finir, tu vois? Ouais, tu ne peux pas, ça va te déclencher une crise. Bah, montagne, crise, déjà je vois elles sortent, elles sont en PLS et moi je sais que Ouais, toi, tu es automatiquement, en ça se trouve PLS pendant le quelconque. truc déjà je suis en crise, tu vois? Je suis quand même, raisonnable pour éviter les situations à crise, tu vois? Mais je l'ai pas et enfin j'ai appris. Et aujourd'hui, tu peux faire du sport? Aujourd'hui je fais du sport, moi je fais de la pole dance, mais je fais plus du sport en gainage. Il y OK. a des sports que faut vraiment c'est déconseillé carrément par le médecin. Par exemple, je vais faire des sports de combat et en fait, tu sais avec les impacts, ça donc Ah, ça peut favoriser une crise? bah, en fait les impacts, bah, c'est pas bon pour tes vaisseaux, ça peut faire péter des vaisseaux, des choses comme ça. Donc ça, c'était pas trop recommandé. Les sports très cardiaques, par exemple, typiquement, j'adorerais faire le badminton. Bon et des sports addictifs. En fait, le médecin ne va pas te dire: «Tu fais pas». Parce qu'en fait, tu es Oui. adulte, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais il y a des choses, tu viens la voir, qu'est-ce que vous en pensez? Si elle te donne son avis, elle va dire: «Moi, je te fais même pas de certificat pour faire du badminton», par exemple. OK. Tu vois? Oui, et puis vaut mieux lui faire confiance parce que pour le coup, elle Oui, est voilà. lectrice, Donc c'est quand tu as 16-17 ans, tu as envie d'être rebelle et tu es là: mmh. «Oh flemme, c'est pas grave, je vais le faire quand même» et après, bah, tu tombes malade et puis voilà, Ouais, tu vois? à 30, tu dis: «Je vais l'écouter». À 30, bah, voilà, tu vois? Moi, j'ai 40, j'ai 3 enfants. Pareil, l'impact en fait, les risques que je prends maintenant sont beaucoup plus minorés que ceux que j'aurais pu prendre avant des enfants. Mmh. Parce qu'avant, je tombe malade, je suis tout seul dans mon hôpital, Oui, je suis voilà. tranquille, Maintenant, je tombe ouais. malade, en fait, il y a l'inquiétude de tout le monde, qui s'occupe de mes enfants. Est-ce que tu vois? Eux, ils s'inquiètent, donc je trouve qu'aller à l'hôpital, c'est plus stressant maintenant que déjà avant, c'était Qu'avant. stressant, mais voilà. Et justement, comment tu as eu besoin d'expliquer à tes enfants c'était quoi la maladie? Pourquoi tu faisais des crises? Pourquoi il y a des choses que tu pouvais faire, pas faire? Oui, bah, j'ai tout simplement expliqué que j'avais la drépanocytose, enfin ce que je viens de t'expliquer là, hein, avec mes enfants. Après ils ont de la chance, ils ont pas vu trop cet aspect où j'étais malade ou peut-être pendant les grossesses ou mais sinon j'ai fait peu de crises hospitalisées. J'en ai fait quelques-unes, quand il y avait Benoît notamment, mais
Voilà, en plus, les cris se passent souvent la nuit et tout. Donc, ils se lèvent, ils voient, il y a plus leur mère. Donc, mais ils savent que, par exemple, quand je suis très fatigué, si mon oxygène est allumé, mes enfants savent que, Faut être très calme pour moi. ouais, savent que tranquille, là, l'oxygène est allumé. Bon, elle est en train de se reposer. Ah, maman se repose, maman est malade. Voilà, tu vois. Oui, ils le comprennent bien et Ouais, ils ils comprennent s'adaptent. bien. Ils s'adaptent. Et t'as utilisé des mots simples pour leur expliquer. Mais Je pense qu'ils comprennent pas vraiment, mais comme tout le monde en fait, comme déjà même nous-mêmes expliquer, ils comprennent pas vraiment la douleur que ça fait. Ils savent que j'ai mal aux membres, que j'ai peut-être mal aux jambes, aux bras, au dos. Donc expliquer comment ça fait exactement pour eux, c'est un peu compliqué. Mais ils savent que là, je suis malade, ou je me sens pas bien, ou je suis fatigué. Et je leur dis, en fait, je leur dis tout simplement, oh là, je suis fatigué, là, je commence à avoir mal aux jambes. Je vais me reposer, on va pas trop bouger ou des choses comme ça, tu vois. et ils le comprennent très bien. Ouais, je comprends très bien. Après, j'ai des enfants assez faciles. Donc, Ouais. Mais ils ont aussi, c'est un peu cette. Des fois, on dit, ah, faudrait pas trop leur dire, mais en fait, ils ont cette capacité aussi de s'adapter. ouais, moi, je pense qu'il faut tout dire. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas vouloir dire les choses aux enfants. Je pense au contraire, il faut tout dire. Et peut-être même c'est pas la peine d'essayer de chercher 15 000 mots, tu vois, tu leur t'expliques normalement. Donc, ce que toi-même déjà t'as compris. Et si l'enfant il sait pas du tout de quoi tu parles, il va te demander, il va te dire j'ai pas très bien compris ça, là tu essaies de trouver des mots. Mais moi je dis tout, même comment je me sens, si jamais des émotions, des choses comme ça, je vais même dire ça. En tout cas, ils savent que je suis malade, que cette maladie c'est la drépanocytose. On en a reparlé parce qu'ils ont eu une association de mucoviscidose qui est venue. Donc souvent la mycoviscidose est pris comme la première maladie, mais il y a moins de malades de mycoviscidose par an en France que de drépanocytose. Ok. Mais elle est beaucoup moins connue parce que je pense que les associations de mycoviscidose sont vraiment très fortes. Et donc, puis elles ont eu une impulsion aussi, tu sais, les Grégory Le Marchal, enfin, ils ont été connus à l'heure du grand public plus facilement. Et donc, par exemple, quand on parle de la maladie, quand tu as une autre maladie génétique qui vient sur le sujet, donc là, on va parler plus de la mienne, qui veut essayer de comprendre encore plus. Donc, ponctuellement, il y en a des sujets sur la drépanocytose. D'accord. Et toi, t'es engagé justement dans des associations contre la drépanocytose pour trouver des choses? Moi, je suis pas engagé j'étais engagé contre, avec une association, mais je suis pas spécifiquement, puisque je trouve que au niveau d'organisationnel, voilà, des fois, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, je suis plus, je vais être actif plus pour le don du sang. Et puis voilà, plus à ce niveau-là, plus moi, ce qui me va vraiment me toucher. Donc, j'ai participé, par exemple, j'ai déjà été, on va dire pas bénévole, mais j'ai financé les associations de drépanocytose. Ok. Et je vais en faire pour les enfants malades, des choses comme ça. Il y en a une qui est plus connue que les autres d'associations pour la drépanocytose? En fait, c'est SOS Globi. C'est une association qui est connue, qui va avoir différentes antennes. D'accord? Il y en a une autre qui s'appelle, il y en a plusieurs, hein. Je te voudrais pas. Moi, celle que je connais le plus, c'est SOS Globi quand même. Ok, je connais pas du tout. C'est vraiment pas. Enfin, c'est une maladie qu'on n'entend pas beaucoup parler. Quand tu parles de la mucoviscidose, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement. C'est un nom que tu as entendu déjà. C'est ça. Tu situes à peu près, même si tu sais pas c'est quoi la maladie, tu sais qu'il y a une histoire autour du poumon. Voilà. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent de ça, il y en a qui en meurent. Voilà les 3 trucs que tu vas savoir. Ouais. Voilà, tu sais que c'est grave, même si tu sais pas comment mais tu as entendu parler du mot mucoviscidose. C'est ça. Ok. Drépanocytose, tu as même pas entendu parler du nom. Donc, et pourtant, c'est la première maladie génétique de France et une des premières maladies génétiques du monde. Parce que du coup, chaque année, il y a des naissances partout, en Afrique, en Asie, des personnes qui ont cette maladie et qui ont le gène. Au Congo, 60% de la population, à peu près, ils estiment, portent le gène. Et oui, donc à l'avenir, il y a aussi le risque que ça augmente. Parce que plus il y a de AS ou de SS, plus il y a de risques. Plus il y a de AS, plus il y a de risques, ouais. Ça, c'est sûr.
Et donc je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est moins bien connu, mais je Oui, sais oui, pas, ça voilà. s'explique pas, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est moins bien connu, alors que et on est d'accord que toutes les personnes qui ont la drépanocytose doivent recevoir du sang? Non, en fait, toutes les personnes qui ont la drépanocytose, elles n'ont pas le même degré de gravité de la maladie. OK. Donc OK. il y en a, ils sont pas obligés d'avoir, Il y en a des qui, comme échantillons. je t'ai dit, il y en a, moi je connais quelqu'un, je savais pas jusque-là, il a découvert qu'il était SS à 21 ans quand il a fait une énorme crise où là, il s'est retrouvé à l'hôpital, il savait pas pourquoi, et il a compris à l'hôpital qu'il était drépanocytaire SS. C'est-à-dire qu'il a fait 21 ans de sa vie sans jamais rien savoir. Mais à un D'accord. moment, ça s'est À un déclenché moment, et ça s'est dit, après un moment, en fait, quand j'ai parlé avec cette personne-là, elle m'a dit, et en fait, il a toujours eu des crises, mais il savait pas que c'était des crises. Tu vois, c'est comme toi qui, tu sais, il y a plein de maladies où t'as mal quelque part, mais mmh, tu sais tu pas. sais pas que Tu c'est vois? ça. Genre, l'endométriose avant, t'avais juste des douleurs horribles, mais on savait pas ce que c'était. Et ben, lui, c'était un peu ça. Il avait hyper mal aux jambes, mais il a jamais su, tu vois? Puis il était pas dans la région. Donc, je sais pas, Oui, c'était peut-être un peu mis, au fin sur le fond côté. de je sais pas où, là, en France. Et donc, d'un hôpital qui connaît pas forcément ça. Donc, ils ont pas fait le lien. Et en fait, il a eu une grosse crise qu'il a envoyée en réa, qu'un syndrome thoracique, mais genre le gros truc direct. Et donc là, ils ont découvert avec les prises de sang, etc. Ils ont découvert qu'il était drépano. Mais par contre, par la suite, c'est, transfusion, échange et cetera qui se met en place? Ben, ça dépend de la prise en charge. On met pas automatiquement les drépano en transfusion. D'accord. Parce que comme je t'ai dit, hein, Ça dépend vraiment du besoin. ça dépend de comment tu tombes malade ou pas. Mmh. Ça dépend de combien de fois on te retrouve à l'hôpital en un mois. Ce qui est assez terrible parce que tu te dis que du coup, faut presque que tu souffres un certain nombre de Ouais. fois de façon extrême pour Bah, c'est que un peu, tu puisses être soulagé derrière. exactement ça. Et c'est un peu ça aussi pour la grève, parce que du coup, quand on m'explique ça, je suis là, mais en fait, moi, les 20 ans de ma vie, c'était affreux. Et donc, tu me dis que j'ai un peu passé mon temps, quoi. Tu vois, genre, Ouais. maintenant, t'es un peu moins malade, mais si on arrête. Tu vois, en fait, il y a aussi le fait que on prend pas en compte que si t'arrêtes les transfusions, en fait, tu reviens assez rapidement à l'état normal. Oui, Ton toi, état normal. tu peux pas te dire, «Ah, je saute une fois, cet échange», Bah, je peux sauter, mais très vite, je vais, tu les conséquences derrière, par ouais, contre. moi, je suis déjà fatigué. Si je saute, moi, j'oublie pas de rendez-vous. Oui, Parce qu'en tu peux fait, pas, en aller à fait. Ouais. l'hôpital, ça me, Oui, je sinon, enfin, en j'y fait, vais. oui, tu peux sauter, mais bon, derrière, tu sais que, Voilà. Je tu sais que je finis vais en crise, quoi. difficilement tenir 12 semaines. Si je saute, ça veut dire qu'il faut que je rappelle à l'hôpital pour qu'ils me fassent un rendez-vous. Mais comme il y a très peu de personnel soignant sur ce service, donc ça prend du temps, tu vois. Après, ça pour elles, c'est un micmac. Elles essaient toujours de faire en sorte que, bon, on ait notre transfusion et tout, mais si jamais on saute, c'est un peu Ouais, oui, compliqué. c'est pas possible, Parce que même pour moi, toi, quoi. quand je suis pris rendez-vous, on prend une place au bloc. Pour prendre une place au bloc, on n'est pas forcément prioritaire parce qu'il y a les urgences du bloc, etc. Donc, en fait, c'est tout un cheminement qui fait que, si j'annule, bah, j'ai déjà anticipé et ils essaient de me trouver une date le plus possible. Mais 12 semaines, je sais que je tiens pas 12 semaines. Et donc tu disais qu'à force qu'ils te fassent des transfusions et cetera, ton réseau veineux était un peu cata. Mais là, le fait qu'à chaque fois, ils te passent au bloc et ils passent par, l'artère fémorale et tout, est-ce qu'à l'avenir, c'est aussi, un endroit où ils vont plus pouvoir passer, il va falloir trouver un autre endroit? Bah, moi, je pense que, mon médecin dit que non, mais moi, je pense que oui, parce que j'ai une amie qui elle, est passée beaucoup plus tôt, par les artères fémorales. Le problème, c'est que, en fait, ta peau à l'intérieur, elle nécrose, elle cicatrise, donc ça veut dire, mais quand ça fait des adhérences. Tu vois, en fait, quand tu as une cicatrice, c'est un peu comme la cicatrice de la césarienne. À un moment, ça adhère la Mmh. peau entre eux. Et le fait d'attaquer, c'est comme d'avoir toujours un corps. Je sens que des fois, il y a des ganglions, il y a de l'adhérence. Et je Mmh. pense que moi, je suis persuadée, je commence déjà à avoir des adhérences parfois. Je suis persuadée que je peux pas faire 10 ans de cathéter. Après, tu vois, là, j'ai une cicatrice. Donc, avant, j'avais un porte-à-4. Donc, c'est un espèce de petit boîtier dans lequel on pique dedans. Ouais. Donc, il était là. Donc, ça, je l'ai gardé quand même des années, beaucoup trop longtemps. On l'a enlevé. Après, il y a ça. Il y en a qui ont des PICC lines.
si ça un truc marche pas, on prend l'autre truc. Il y a un peu toujours une solution. Jamais on pourra dire bon bah voilà, aujourd'hui on n'a plus de solution, on peut plus. Bah, tu pourrais avoir ça si jamais tu as fait un accident. Bon, maintenant, il y en a moins. Un accident transfusionnel, c'est, en fait, à force d'être transfusé, ton corps, il peut créer des anticorps. Et Donc donc, rejeter. ouais, le et sang. donc, rejeter certains types de sang, faut que vraiment que, donc, tu vois, t'as ton résus dans le sang, et t'as aussi tous les anticorps que nous avons. Donc, ça veut dire que tu pourrais avoir plus de difficultés à trouver le sang avec les bons anticorps. Parce que Ok. si tu fais pas attention à cette partie anticorps, ça crée des rejets. Rejet, c'est autre problème, tu vois. Ouais, Donc et c'est, donc là c'est la greffe. S'il y a plus, bah, la dernière là, étape c'est la greffe. bah, je sais pas, hein. Franchement, non, Ouais. il y a pas encore de truc, si jamais on peut pas, t'as automatiquement la greffe. Déjà, la greffe, c'est que maintenant que chaque centre de référence, ça fait même pas 10 ans que chacun le fait. Avant, il y avait pas beaucoup d'hôpitaux qui, Qui le pratiquait. donc, là, c'est toujours encore un peu élitiste. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, malheureusement c'est un peu comme ça partout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est encore pour peu de gens, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous parler qu'on n'a pas forcément abordées sur la drépanocytose ou des aspects? Ben, en fait, sur la drépanocytose, non, on a abordé beaucoup d'éléments déjà. Plus en parler, que ce soit une maladie plus connue. Ouais, que ce soit une maladie plus connue, parce que l'autre difficulté, c'est que comme je t'ai dit, c'est un handicap invisible. Donc du coup, elle est pas connue. C'est un handicap invisible, c'est-à-dire quand tu me vois, tu peux pas soupçonner que je suis malade. Mm. Donc en fait, c'est un peu le double tranchant des handicaps invisibles, c'est que, par exemple, moi j'ai une carte de priorité handicapée. Bah, Ok. en fait, souvent sur Instagram, quand je regarde les personnes qui ont un compte de drépanocytose, c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent les agresser quand ils font la queue parce que ils ont leur carte, tu vois. Ça se voit pas, t'es en train de marcher. Oui. Tu vois, t'as pas Oui, oui. ton fauteuil Oui, parce que il y a pas que les personnes en fauteuil voilà, c'est ça. T'as qui pas ont un handicap, quoi. ton ventre rond et t'as Mm. Oui, pas quelque chose qui montre quelque chose qui physiquement montre. que t'as un problème. Donc ça du coup ça peut avoir quand même un rapport biaisé avec le monde extérieur et c'est pareil en fait là moi je suis à mon compte maintenant mais j'ai été salarié. En fait, il y a beaucoup de gens qui cachent leur maladie parce qu'en fait c'est un peu comme une béquille, tu vois, Oui. t'arrives et ça peut être pour ta vie déjà ma scolarité moi ça l'a vraiment entaché mais même pour ta vie professionnelle ça peut être également un frein par exemple à l'évolution quand t'assistes à des arrêts de maladie trop fréquents et tout donc Et t'as des aménagements possibles, si tu le dis à ton employeur, t'as des aménagements ben possibles sur ton poste de travail? si t'as une après ça marche comme tout handicap donc ça veut dire tu dois faire la demande à la MDPH donc la MDPH évalue ton degré de d'handicap donc moi j'ai la carte par exemple MDPH. Et en fait, je peux avoir des aménagements en fonction du degré d'handicap. Tu sais, c'est un peu comme tout handicap, du Mm. coup. Mais moi, j'avais un pourcentage et j'ai jamais mis j'ai jamais mis ça en avant. D'accord. Mais ça pourrait être quoi des aménagements? Je sais pas si t'as un bureau, ton poste de travail, certains Bah non, ça matériels servirait un peu plutôt à rien. Ça ergo. serait plutôt, euh, ouais, ne pas, je sais pas si tu devais travailler dans le froid, avoir des aménagements spécifiques avec ça. Ça pourrait, je sais pas quel aménagement ça pourrait. Si t'es obligé de prendre 5 étages à pied, faire en Oui. sorte que tu sois en bas, tu vois, ça, c'est plutôt comme ça. Et moi, j'ai jamais utilisé je me suis jamais enregistré en tant que travailleur handicapé dans une boîte. Parce que c'était quoi? C'était, je veux dire, ton ego de pas te dire, OK, Bah, je pense parce que mon ego, parce que la honte, parce que visible, parce que commencer dans une boîte en expliquant que t'as la drépanocytose, que le mec il sait pas c'est quoi la drépanocytose, qu'il comprend pas ce que t'es en train de lui dire, il voit que t'as l'air normal, et qu'il commence à se dire, ah, bah, ça y est, dans mon équipe, ouais, il va y avoir elle va pas être là, elle va voilà, elle va pas être là, elle Mmh. va être malade. En fait, on prend juste le risque. Et il y en a beaucoup qui cachent même à leur entourage la maladie. Ah, même à Ouais, leur entourage? ouais, enfin, aux gens, aux amis qui vont se faire, Ça doit être compliqué, les moments où on est en crise de bah, cacher tout ça, de bah voilà, ils se disent juste, je suis malade. ouais. Tu vois, ou là, je peux pas, mais il y en a plein, c'est pas forcément, il y en a qui sont moins ouverts, là, ou ancrés à plus en parler, parce que
même dur à expliquer. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, à bien maîtriser ma maladie, ce qu'elle était, quels étaient les impacts. Même, je te parle du pourcentage d'hémoglobine S, je crois que là, j'ai découvert il y a moins de 7 ans, tu vois. D'accord. Comment ça fonctionnait, comment mon médecin allait faire pour faire en sorte que je sois moins malade. Tu vois, je maîtrisais pas tous les rouages. Ouais, donc là, bien faire connaître la maladie pour que tout le monde puisse comprendre les Ouais, tenants, les aboutissants, comment ça se passe. mais déjà, ouais, on essaie de faire la thérapie, l'éducation thérapeutique, même aux malades et tout, pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils prennent plus, mieux en charge la maladie. Donc, ouais, c'est quand même un enjeu. C'est à la fois une maladie, du coup, hyper récurrente et en même temps très peu connue. Voilà, c'est ça. C'est une maladie où on va voir qu'en France, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais c'est quand même pas mal. T'as des milliers de bébés qui naissent avec la drépanocytose. T'as des milliers de bébés qui naissent avec le gène, déjà, et des milliers de bébés qui naissent avec la drépanocytose. Mais en même temps, c'est pas connu et je sais pas s'il y a une volonté, il y a un gros débat sur pourquoi c'est pas connu et tout, mais, je sais pas s'il y a une volonté sanitaire là-dessus. En même temps, il devrait y en avoir parce qu'en fait, c'est quand même aussi un coût pour, ces hospitalisations multiples. En fait, tout va se mélanger. Donc, comme beaucoup de maladies, il y a des enjeux un peu, des fois, politiques, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et tu disais, à Paris, tous les enfants, ont un test à la naissance. Est-ce que c'est Paris parce qu'il y a aussi tous ces centres qui maîtrisent la maladie, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus à Paris, ou juste c'est à Paris parce que c'est la capitale et... Je crois que maintenant, c'est en France, déjà. D'accord. Je crois que maintenant, ils ont élargi en France, mais j'ai pas envie de te dire des bêtises. À Paris, c'est sûr, parce que tout simplement, la population, elle est plus mixte. Il y a plus de mixage, plus de mixité, à Paris, de métissage. Donc, c'est les associations qui se sont battues. Par contre, tu vois, les associations, elles existent. Peut-être que on les voit moins, sur la sphère publique. Mais par contre, peut-être aussi qu'une des choses qu'elles ont fait, c'est d'essayer de travailler sur la sphère plus, prise en charge. Déjà, faire découvrir la drépanocytose, ça, c'est une association qui s'est battue. Avoir un protocole sur plein d'hôpitaux, au moins des grandes villes, un centre de référence par ville. Ouais. C'est des associations qui sont battues, tu vois. Donc, elles ont un travail plus underground pour la prise en charge, je pense. Et je crois que leur dernier gros gain, c'est qu'ils ont réussi à faire le dépistage France. Ce qui est incroyable. Ouais, je crois qu'ils ont réussi à faire un dépistage France, il y en a 3. Et mais il y a pas si longtemps que ça qu'ils ont réussi à faire le dépistage. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose, parce que du coup, il y en a un peu partout. Et est-ce que c'est une maladie, donc par exemple, c'est un AS et un AS qui font un enfant. Dès que l'enfant est dans le ventre de la mère, on peut faire des examens ou il faut vraiment attendre qu'il naisse pour savoir s'il a ou pas la drépanocytose? Alors, je crois qu'on peut faire, je crois dans la même mesure où on peut voir la trisomie, par exemple. Ok. Je pense qu'on peut faire des examens sur un enfant qui est dans le ventre de sa maman. D'accord. Ouais, Et est-ce que c'est les mêmes débouchés possibles que la trisomie? C'est-à-dire, on propose à la mère aussi, si elle souhaite, de continuer la grossesse ou pas? Ça, je sais pas, mais je pense que non. Je pense que non, parce qu'en fait, la trisomie, en fait, la drépanocytose, si tu fais, en fait, c'est un peu comme dire, tu sais que t'as un pourcentage. Ok, en fait, t'as un pourcentage connu. La trisomie, tu sais pas que t'as un pourcentage connu. Ouais. À part si, vraiment, même quand quand tu fais une grossesse gériatrique, tu vois, quand t'es plus vieille, on dit que t'as plus de chance et tout. Mais là, tu peux évaluer. AS, D'accord. voilà, ce serait Ouais. chance sur 2, tu vois. Donc, tu peux évaluer. Donc, je sais pas si après, peut-être quand on te propose ou pas? l'interruption. Franchement, là, je sais pas. J'avoue, je me suis jamais posé la question. Bonne question. Voilà, on ira chercher la réponse. Bonne question, mais j'avoue, je me suis jamais posé la question. Et je sais même pas si des AS se posent la question quand ils décident de faire un enfant, tu vois. D'accord. Je pense que, je sais pas, il y a une coach qui est très connue des réseaux sociaux et elle, ils sont AS tous les deux. Donc ça veut dire que, mais elle a choisi de faire des enfants et de D'accord. pas se bloquer sa maternité, ses projets de maternité, parce qu'elle avait le gène S. Ok. Et son mari aussi. Donc, ils savent en connaissance de cause que s'ils ont un enfant, et je crois que dans ces, combien, 4 ou, Ouais, il y en a 2, qui sont ouais, c'est malades. ça.
Tu vois? Ouais. Oui. Donc, après, je sais pas je pense qu'il y a une réflexion plutôt en amont Ouais. et que tu fais un choix en amont. À Ouais, mon avis, c'est ça. OK. Ça me semblerait plus, Oui, ça me semble plus plus logique, ouais. Ouais. OK. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aborder? Non, moi, je pense qu'on a bien abordé le sujet de la Ouais. drépanocytose, que on est On a J'espère bien que, présenté voilà, que les la maladie. personnes ont eu un peu, on va dire, des débriefs pour bien connaître ce sujet-là. Et donc, bonne connaissance. On peut encore plus se renseigner, mais j'en ai déjà bien parlé là. Super, merci beaucoup Prisca. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.